En ensuite, est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, 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 Catherine, on Non, vous entend. voilà. C'est juste que j'ai démarré l'enregistrement du D'accord, webinaire. Voilà. d'accord, oui. Comme je vois plus rien maintenant, je vois plus que ma présentation. Ensuite, donc, je parlerai un petit peu du dépistage organisé, des modalités, des résultats, de la place des médecins possible des médecins du travail dans ce dispositif. Et puis après, ben voilà, j'ai une présentation très détaillée du kit, mais j'irai assez vite. Et puis quelques toutes petites infos sur les programmes concernant le dépistage des cancers du sein et du cancer du col de l'utérus. Voilà, donc pour commencer, c'était quelques données épidémiaux concernant le cancer colorectal qui représentent bel et bien un enjeu de santé publique, puisqu'il y a plus de 43 000 nouveaux cas qui sont diagnostiqués chaque année en France et 17 000 décès. C'est le troisième cancer chez l'homme en termes d'incidence, le deuxième chez la femme. Et pareil, c'est globalement le deuxième cancer en termes de mortalité. Et donc, voilà, le deuxième chez l'homme, troisième chez la femme. Il y a un peu plus, en termes d'incidence, il y a un peu plus de cas chez les hommes que chez les femmes, 54%, 46%. Mais malgré tout, cette pathologie, contrairement à ce que parfois on a l'impression, peut-être aussi parce que la mobilisation, c'est Mars bleu, donc on a les gens ont plus l'impression que ça concerne les hommes, mais les femmes sont extrêmement touchées aussi par cette pathologie. Si on regarde ce qui se passe en fonction de l'âge, c'est un cancer qui est très rare avant 50 ans. Il augmente, à partir de cet âge-là, il augmente de façon importante. Il y a seulement 5% des cas donc, qui sont avant 50 ans. Et donc, l'âge médian, il est de 71 ans chez les hommes, 73 ans chez les femmes. Donc, effectivement, c'est un cancer qui est plutôt dans la deuxième moitié de la vie. Et voilà, et à partir de 80 ans, 75-80 ans, l'incidence baisse. Voilà. Mais c'est un cancer qui progresse lentement au cours de la vie. Alors, si on regarde les facteurs de risque exogènes pour ce cancer-là, le premier facteur qui est mis en évidence et ça représente une part attribuable, c'est-à-dire que chez l'homme, 25% des cancers colorectaux peuvent être attribués à l'alimentation. C'est à peu près 20% chez les femmes. Donc, c'est vraiment le premier facteur. Donc, vous le savez, une alimentation pauvre en fibres et riche en graisse. Donc, ça, c'est un moyen d'action en termes de prévention important. Le deuxième facteur en termes de fréquence, c'est l'alcool, plus chez les hommes que chez les femmes, mais voilà, qui est responsable de 20% des cancers colorectaux chez l'homme. Ensuite, on a le surpoids et l'obésité. Là aussi, c'est un facteur important à lui tout seul, hein, même en dehors de l'alimentation, un facteur de risque important pour le cancer colorectal. Le tabac, même s'il est moins prédominant que pour certaines pathologies, qui a une place importante. Alors, les expositions professionnelles qui sont notées là, c'est principalement l'amiante qui a été relevé comme facteur de risque du cancer colorectal. Alors, je ne sais pas si dans vos pour les médecins du travail, si vous avez encore des personnes qui sont exposées à l'amiante, mais je suppose que de moins en moins, puisque maintenant, il y a ça a quand même été pas mal éradiqué. Mais voilà, en tout cas, les gens qui ont été exposés à l'amiante ont un risque plus important de cancer colorectal. Et l'activité physique, ou c'est plutôt le manque d'activité physique, hein, puisqu'on considère qu'en dessous de 30 minutes d'activité physique quotidienne, eh ben on augmente là aussi son risque de cancer colorectal. Et puis, le dernier facteur qui est évoqué, c'est l'exposition à des radiations ionisantes. Voilà, c'est relativement faible. Si on regarde le stade des cancers, il y a eu des études qui ont été faites par les registres des cancers français. Donc, on regardait parmi tous les cancers colorectaux diagnostiqués, quels étaient les stades au diagnostic. Donc,
on a 45% de cancers qui sont à un stade précoce, local limité ou local avancé, c'est-à-dire qui sont limités à la séreuse. Le stade avec atteinte ganglionnaire, c'est le stade régional, c'est 22% des cancers diagnostiqués. Et le stade avancé avec des métastases à distance, ça représente, c'est quand même important, hein, 34% des cancers qui étaient diagnostiqués. Voilà, c'est pour la période, c'est une étude qui a porté sur la période 2009-2012. Alors peut-être qu'on a des chiffres moins importants, mais voilà, on avait quand même ça en population générale, donc qui est quand même assez dommage, puisque voilà, on a un tiers des cancers diagnostiqués à un stade métastatique. L'histoire naturelle du cancer colorectal, elle est quand même bien connue, puisque la majorité des cancers colorectaux se développent à partir d'adénomes. Donc, sur 1000 petits adénomes, il y en a 100 qui vont devenir ce qu'on appelle des adénomes avancés, hein, c'est des adénomes qui sont supérieurs ou égaux à 1 centimètre. Et parmi ces adénomes avancés, il y en a un quart qui vont se transformer en cancer. Néanmoins, on a cette évolution, elle se fait sur 10 ans, donc on a quand même le temps de pouvoir éventuellement trouver la pathologie avant que ce soit un cancer, puisqu'il y a un délai un peu long de développement de la pathologie. Et si on trouve, et donc si on regarde les données en termes de survie, donc la survie globale à 5 ans, elle est de 63%, donc 63% des personnes qui ont eu un diagnostic de cancer colorectal sont encore en vie à 5 ans après le diagnostic, ce qui est quand même pas très très élevé. Néanmoins, cette survie est tout à fait dépendante du stade auquel on a trouvé la pathologie. Si on est à un stade local, donc limité ou avancé, c'est-à-dire que la lésion elle est vraiment limitée à la paroi intestinale, on a une survie à 5 ans qui est de 90%. Alors que si on atteint le stade métastatique, là, on tombe à 14%. Donc, on a vraiment beaucoup d'intérêt à trouver ce cancer le plus tôt possible. Alors, en ce qui concerne le dépistage, comment ça se passe? Donc, voilà, ça c'est des généralités concernant les principes du dépistage. Donc, on sait que il y a une transformation des cellules qui deviennent des cellules cancéreuses et ensuite donc au bout le développement donc de ces cellules et l'augmentation du nombre de cellules entraîne des symptômes de cancer, et après au bout du compte il peut y avoir décès par cancer colorectal. Là on est sur le colorectal, mais ça fonctionne pour tous les types de cancers. Et donc le dépistage, c'est trouver donc le cancer, on va dire c'est à cet endroit-là, c'est-à-dire avant qu'il y ait des symptômes. Et l'objectif, ça peut être d'éviter les cancers quand on trouve des lésions précancéreuses. Et si on trouve des lésions cancéreuses précoces, de les traiter à un stade où le traitement est à la fois plus efficace et moins lourd, avec moins de séquelles de la pathologie et du traitement. Et bien sûr, l'objectif final du dépistage, c'est d'éviter des décès par cancer. Alors, si on regarde les facteurs de risque endogènes du cancer colorectal, on n'est effectivement pas tous égaux par rapport à cette pathologie. On a les personnes qui sont à risque moyen, c'est les personnes après 50 ans, on va dire. Alors, dans la population à risque moyen, le risque, on l'a vu précédemment, il est au cours de la vie
de 3 à 4% de développer un cancer colorectal. Et donc, mais comme la population est très large, la majorité de la population, c'est dans des populations à risque moyen qu'on trouve 80% des cancers colorectaux. C'est pour ça que ça mérite bien qu'on s'y intéresse. Et donc, c'est dans cette population-là, ce qu'on va proposer, c'est un dépistage organisé par test de recherche de sang dans les selles. Ensuite, il y a la population qui est dite à risque élevé. Donc, c'est des personnes qui ont des antécédents. Alors, voilà, il y a même une modification. Qui ont des antécédents personnels d'adénome ou de cancer colorectal, ou des antécédents familiaux. Même maintenant, cette limitation de 65 ans a disparu. C'est que maintenant, on considère que dès qu'il y a un antécédent familial de cancer colorectal, alors familial dans des parents au premier degré, c'est-à-dire père, mère, frères et sœurs et enfants. Et donc toute cette population-là est considérée comme un risque élevé. Les personnes qui ont des antécédents aussi, des antécédents personnels de maladies inflammatoires chroniques intestinales, donc maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, font partie de ce groupe à risque élevé. Et dans cette population, le risque de cancer colorectal, il est entre 4 et 10% au cours de la vie. Mais ça représente 15 à 20% de l'ensemble des cancers colorectaux. Et donc, dans cette population-là, ce n'est pas le dépistage par recherche de sang dans les selles qui est conseillé, c'est vraiment une coloscopie pour rechercher le développement de lésions cancéreuses ou précancéreuses. Ensuite, il y a la population à risque très élevé, c'est-à-dire ceux qui ont une prédisposition héréditaire de cancer colorectal, donc qui doit être identifié avec une consultation d'oncogénétique. Donc, il ne faut pas voilà, quand il y a une suspicion de risque très élevé en fonction de l'histoire familiale, il faut réellement orienter les personnes vers une consultation d'oncogénétique. Donc, c'est en cas de polypose adénomateuse familiale ou de cancer colorectal non polyposique, c'est-à-dire des syndromes de Lynch. Donc, dans cette population, le risque il est extrêmement élevé, entre 40 et 100% de développer un cancer. Mais bien sûr, c'est une population qui est très limitée, donc ça ne représente au final que 1 à 3% de l'ensemble des cancers colorectaux. Et donc là, il faut effectivement une surveillance par coloscopie, même par chromocoloscopie, des techniques qui permettent de visualiser des lésions qui sont assez peu visibles, même en coloscopie, des lésions planes. Et puis, bien sûr, avec un oncogénéticien, faire une recherche de mutation. Voilà, mais donc on va se centrer sur le dépistage pour les personnes à risque moyen, donc dépistage organisé du cancer colorectal. Donc, quelles sont les recommandations? Donc, il faut évaluer bien sûr le niveau de risque. Et donc, pour les personnes qui sont à risque moyen, ce qui est proposé, donc, c'est un test immunologique de recherche de sang dans les selles, de sang occulte, bien sûr, dans les selles, tous les 2 ans. Et donc, en cas de résultat positif, il faut que les personnes fassent une coloscopie. Alors, les objectifs, on l'a déjà dit, c'est de réduire le nombre de décès par cancer colorectal. C'est réduire aussi le nombre de nouveaux cas, donc l'incidence du cancer colorectal par justement la détection de lésions précancéreuses. Ce qui est demandé, donc on est dans un programme de santé publique, ce qui est souhaitable, c'est d'atteindre 65% de participation. C'est l'objectif européen pour avoir un véritable impact sur la population. Et puis, bien sûr, ce qui est important, on est dans un programme qui concerne tout le monde et il faut vraiment essayer de viser à réduire les inégalités d'accès au dépistage parce qu'on sait qu'il peut y avoir des différences de mortalité par des inégalités selon les populations d'accès aux soins. Donc là, c'est important que le dépistage soit vraiment proposé de façon équitable à l'ensemble de la population.
Et donc, il y a les personnes qui ne sont pas concernées, c'est celles dont on a parlé précédemment, qui sont à risque élevé ou très élevé de cancer colorectal, donc on ne va pas revenir dessus. Mais il y a aussi les personnes qui ont déjà eu un test depuis moins de 2 ans, qui ont eu une coloscopie depuis moins de 5 ans, parce que quand il y a eu une coloscopie, la coloscopie est un examen qui est quand même plus fiable pour la détection de lésions, pour le diagnostic des lésions au niveau colorectal. Donc, si la coloscopie est bien faite, il n'y a pas nécessité de se refaire un test avant 5 ans. Si les personnes ont eu une coloscopie incomplète ou un coloscanner, à ce moment-là, ils sont exclus pendant 2 ans de ce programme. Et puis, bien sûr, il ne faut pas remettre un test de dépistage aux personnes qui ont déjà des symptômes qui sont évocateurs de cancer colorectaux ou de pathologie colorectale, c'est-à-dire des personnes qui ont des rectoragies visibles, des douleurs abdominales inexpliquées d'apparition récente, des troubles du transit, un amaigrissement récent inexpliqué. Voilà, donc ces personnes-là doivent être orientées vers le médecin traitant et vers l'hépatogastroentérologue pour bénéficier d'une exploration coloscopique. Alors donc, en ce qui concerne les résultats du programme de dépistage, donc les résultats en termes de participation, donc voilà, vous voyez que je vous ai indiqué l'objectif de 65%. Donc, malheureusement, au niveau du programme français, on en est assez éloigné. Hein. En France, le taux de participation sont de 34,6%. En région Auvergne-Rhône-Alpes, on a un petit peu plus élevé, mais c'est voilà, 36,4%. Donc, notre département, si je parle pour l'Isère, est le département phare de la région. Il fait partie des meilleurs départements en France, mais avec malheureusement quand même seulement, on va dire, à peine 46% de participation. Donc, voilà, on a vraiment une marge de progression partout en France et partout dans notre région sur l'adhésion de la population à ce dépistage. Et là, donc, vous voyez aussi sur la carte de la participation en Auvergne-Rhône-Alpes, on a mis les chiffres par commune. Et on voit qu'il y a effectivement, même voilà, dans notre département, il y a des zones où vraiment la participation est très insuffisante. Voilà, donc, mais si on regarde, ça c'est donc les résultats en termes de participation qui sont nettement insuffisants. Par contre, si on regarde les résultats en termes de pathologie dépistée, ben, on est tout à fait dans les recommandations avec… donc, quand on a un test positif, on trouve… quand on a un test positif, on trouve des cancers et des polypes. Et quand on trouve des cancers, ils sont majoritairement, vous voyez, à un stade précoce. Et là, on a seulement 8% qui sont à un stade avancé, alors que vous l'avez dit, en population générale, on était à 34%. Donc, voilà, on gagne beaucoup en termes de stade de diagnostic des lésions dépistées. Et puis, donc, au final, quand on a un test positif et qu'on fait une coloscopie, dans 7 à 8% des cas, on trouve un cancer. Et ce qui est très intéressant, c'est que entre 26 et 40% des cas, on trouve un adénome avancé, c'est-à-dire que là, on va réellement éviter l'apparition d'un cancer, puisqu'on va traiter la lésion avant qu'elle n'évolue en cancer. Pour rappel, c'est des lésions qui, dans 25% des cas, évoluent en cancer. Donc vraiment, c'est vraiment très intéressant ce résultat en termes de lésions dépistées. Bien sûr, il
il faut quand même donner entre guillemets les inconvénients, puisque quand on fait une coloscopie, il peut y avoir effectivement des incidents qui suivent la réalisation d'une coloscopie. Donc les chiffres qui sont publiés indiquent que les complications, elles peuvent être liées à la sédation, mais c'est assez peu. C'est surtout les principales complications. Elles sont liées à la technique et globalement, pour 1000 coloscopies, on a entre 1 et 4 et demi complications modérées à sévères. Et ces complications, elles interviennent surtout quand on a un geste thérapeutique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de temps en temps, très peu souvent, mais peut y avoir des perforations ou des hémorragies, mais évidemment, surtout quand on a fait un geste, donc qu'il fallait effectivement faire un traitement d'une pathologie. C'est pas, voilà, ça pour dire que quand il y a une coloscopie qui est normale, le risque de complications, il est extrêmement minime. Et au final, il y a sur 10 à 18 000 coloscopies pour lesquelles on peut déplorer un décès, mais c'est des chiffres qui sont toutes coloscopies confondues et pas seulement pour les coloscopies faites dans les suites d'un test de dépistage. Donc là, voilà, je vais peut-être un peu vite, j'espère que vous arrivez à... Voilà, vous n'avez pas trop d'interrogations. Catherine, pour l'instant, oui. on a 3 petites questions. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez poser des questions, je vous le rappelle, sur le petit bouton questions-réponses, et puis on prendra le temps d'y répondre à la fin. Voilà. Merci Catherine. Donc là, je voulais faire un petit focus comme au départ, justement, comme cette formation, cette séance, elle était surtout orientée vers les médecins du travail. Je voulais faire un petit focus sur l'implication possible des médecins du travail dans ce dispositif. Donc, juste le contexte que je rappelle, c'est que la participation au dépistage organisé des cancers colorectaux, elle est insuffisante pour l'instant, avec, je vous le redis, l'objectif d'atteindre de 65%. Il semble que selon les données de l'INSEE, entre 50 et 65 ans, donc il y a encore 67% des personnes qui sont en activité, donc qui peuvent être amenées à rencontrer un médecin du travail. On sait aussi que les personnes sans médecin traitant sont en augmentation, donc parfois les médecins du travail sont les seuls médecins que les personnes sont amenées à rencontrer. Alors, donc, qu'est-ce qui est possible en médecin du travail? C'est bien sûr de faire une information des salariés sur les dépistages des cancers, cette information à titre individuel lors des visites faites voilà, à intervalles plus ou moins réguliers, on va dire. Il est possible, quand vous êtes en entreprise, d'organiser des actions avec des stands d'information, éventuellement des conférences auxquelles nous pouvons participer. Il peut être possible aussi dans les fichiers des entreprises de diffuser des informations par mailing, de faire des affichages aussi dans les services de santé au travail, enfin les services de médecine du travail. Et puis, pour le dépistage du cancer colorectal, il peut être possible, bien sûr, de remettre des kits aux salariés lors des visites. Alors, qu'est-ce qu'il faut, si vous impliquez dans la remise des kits de dépistage, qu'est-ce qu'il faut dire aux personnes, leur rappeler bien sûr les bénéfices du dépistage, rappeler l'importance et la gravité de ce cancer, leur indiquer que le dépistage peut permettre de prévenir, d'éviter un cancer colorectal ou de trouver des lésions à un stade précoce avec, au final, de meilleures chances de guérison. Il faut aussi leur indiquer, si les personnes disent qu'elles ont déjà fait ce test par le passé, leur rappeler que c'est important de le faire tous les 2 ans.
et que le test, il se fait sur un seul prélèvement, qu'il est pris en charge à 100%. Ça peut, voilà, on est en santé publique, c'est important que les personnes n'aient pas d'avance de frais pour l'achat et la lecture du test. Et par contre, on peut aussi évoquer les limites, puisqu'effectivement, il y a bien des faux positifs, puisque quand on a un test positif, dans un tiers des cas, il n'y a effectivement pas d'anomalie. Il y a aussi des faux négatifs, puisque les lésions colorectales, elles peuvent ne pas saigner, puisque ce qu'on recherche, c'est un saignement. Et si les lésions ne saignent pas ou qu'elles saignent de façon intermittente, eh ben, à ce moment-là, on peut passer à côté. Qu'effectivement, si on a un test positif, il faut faire une coloscopie et qu'il peut y avoir, mais je voulais indiquer, c'est assez rare, mais il peut y avoir quand même des complications liées à cet examen. Ce qui est important dans le déroulement de ce dépistage, donc les personnes, il faut leur indiquer qu'elles vont recevoir leur courrier sous 15 jours, leur courrier de résultat sous une quinzaine de jours. En cas de test positif, il faudra bien évidemment qu'ils fassent une coloscopie. Par contre, s'il y a des symptômes, malgré un test positif, il faudra aussi en parler à son médecin traitant, parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, il peut y avoir effectivement des faux négatifs. Et puis, si au cours des rencontres avec les personnes, vous identifiez qu'elles sont à risque élevé, leur indiquer que ce n'est pas le dépistage qui est recommandé pour elles, mais qu'il faut qu'elles consultent leur médecin traitant et ou un gastroentérologue. Alors, quel est l'intérêt que vous soyez impliqués, que les services de santé au travail soient impliqués dans ce programme? C'est que bien sûr, il y a une visite, vous pouvez être amené à faire une visite régulière de tous les salariés. Il peut y avoir justement des personnes dans des entreprises qui ne sont pas ou peu suivies par des médecins praticiens libéraux. On voit que notamment on sait dans les statistiques que les hommes, notamment entre 50 et 60 ans, vont très très peu souvent rencontrer des médecins, des praticiens libéraux. Il peut y avoir des gens qui sont suivis que par des médecins spécialistes, par le cardiologue ou par l'urologue, et du coup, ils ne se verront pas forcément proposer ce test de dépistage. Alors évidemment, vous ce que vous proposez, c'est peut-être pas très souvent, mais c'est de plus en plus, avec des délais de plus en plus importants, mais c'est quand même des consultations systématiques qui sont en principe hors d'un contexte pathologique, et que finalement, le rôle des services de santé au travail, s'oriente surtout sur la médecine préventive. Il peut être possible, si vous avez des fichiers de salariés, de cibler les personnes de la tranche d'âge qui seraient concernées par ce dépistage pour leur faire une information, leur indiquant que vous pouvez leur remettre des kits. Évidemment, il y a les difficultés, c'est que là, avec ce dépistage de cancer colorectal, on n'est pas dans le cadre de votre activité principale, qui est donc les pathologies liées au travail, mais il y a souvent dans votre pratique un examen médical général dans lequel ce dépistage, cette recommandation de dépistage et cette remise de kit pourrait s'intégrer. Et vous êtes aussi dans le cadre, vous avez aussi dans votre activité du conseil en prévention, donc qui peut aussi s'étendre à ce programme de dépistage. Alors là, maintenant, le rythme des visites d'information et de prévention, il est plus comme une époque annuelle, puisqu'on est passé à 3-5 ans. Et donc, forcément, ça rend un peu plus compliqué les possibilités de présenter ce programme de dépistage.
Bien sûr, on est dans une population de plus de 50 ans, donc qui est peut-être pas la plus grande partie des salariés que vous rencontrez. Et puis, bah, si c'est des personnes peu suivies, peut-être que malgré tout, même si vous remettez des kits, eh ben, il y aura certainement peut-être une moins bonne acceptabilité puisque c'est des personnes qui sont peu médicalisées. Si c'est des personnes peu médicalisées, ben, elles seront moins aptes à réaliser le dépistage, même si elles ont accepté de récupérer le kit. Et puis, en termes de, forcément, c'est des contraintes aussi pour vous, hein, si vous vous impliquez, puisqu'il faut il faut un temps nécessaire, notamment l'interrogatoire sur les exclusions. Il faut aussi interroger sur la surveillance antérieure pour ce dépistage. Il faut un petit peu expliquer comment le test se réalise, informer sur la conduite à tenir en cas de test positif. Et puis, bah, ce qui est demandé, c'est que vous nous informiez de la remise du kit ou de l'exclusion si vous vous relevez un critère d'exclusion. Donc, il faut être en partenariat avec, bien sûr, avec nous. Et puis, c'est important de noter le médecin généraliste traitant, s'il y en a un, bien sûr, euh, sur la fiche d'identification pour que, notamment en cas de test positif, et ben le médecin traitant soit informé et qu'il puisse prendre en charge le suivi en cas de test positif. Alors, quels sont les freins de la population par rapport à la participation à ce dépistage? Les principaux freins, c'est bien sûr la peur du résultat. Il peut y avoir la peur de la coloscopie. C'est aussi que les personnes sont pas assez informées sur l'intérêt de ce programme de dépistage et sur la gravité de la pathologie. Il peut y avoir aussi des réticences par rapport à la localisation, puisque c'est vrai qu'autant les femmes qui ont eu un cancer du sein, elles en parlent peut-être assez aisément. Les personnes qui ont eu un cancer du côlon, ils n'en parlent pas beaucoup. On est un peu plus dans l'intime. Il peut y avoir une gêne par rapport à ce test qui nécessite une petite manipulation des selles. Après, les freins, c'est que ça demande du temps pour le professionnel de santé pour informer sur ce dépistage. Parfois, les bénéficiaires vont chez leur médecin traitant qui ne dispose pas du kit, donc évidemment, ça représente un frein. Et puis, ce qui est souvent mis en avant dans les études concernant les sous-participations, on voit que les personnes qui ont... il y a une sous-participation qui est vraiment liée au statut social de la personne, au statut social ou alors au handicap. Les personnes qui sont en situation de handicap ont aussi beaucoup moins accès au programme de dépistage. Voilà, donc maintenant un petit point. Alors là, je vais aller assez vite, hein, puisque voilà, je vous présenter le test. Si on était pas en visio, je vous le montrerai, ce serait plus facile. Mais voilà, du coup là, ça va être beaucoup de diapos. D'abord un petit point, donc le circuit du dépistage organisé. Donc nous, centre de dépistage, on reçoit des fichiers des caisses d'assurance maladie, et à partir desquels donc qu'on intègre donc régulièrement. On vérifie que les personnes n'aient pas déjà des exclusions que nous ayons déjà enregistrées dans nos fichiers. Et puis donc, tous les 2 ans, on envoie un courrier d'invitation qui se présente
comme ça donc aux bénéficiaires avec donc là il y a des étiquettes de prise en charge qui pourront être utiles dans le cadre de la réalisation du test. Si les personnes ne répondent pas, on fait une relance à 5 mois et une à 12 mois. Si les personnes ont déjà participé par le passé, dans la relance à 12 mois, le kit est joint dans le courrier. Et donc, ce qu'on leur propose dans ce courrier d'invitation, c'est de se rendre chez le médecin traitant. Maintenant, depuis le mois d'avril, les pharmaciens sont aussi intégrés comme praticiens pouvant remettre le test. Alors, les médecins qui peuvent remettre les kits qui sont dans le cahier des charges, c'est les médecins généralistes, les gynécologues et les gastroentérologues. Donc, les pharmaciens maintenant, et ils peuvent aussi, depuis le mois de mars de cette année, se connecter sur un site de commande en ligne pour obtenir le test. Mais dans tous les cas, il y a un questionnaire pour évaluer le niveau de risque et éventuellement repérer les exclusions à ce programme de dépistage. Donc là, le kit, il se présente comme ça. Ça, c'est l'enveloppe bleue. Ce qui est important à noter sur l'enveloppe, c'est la date de péremption du kit, parce que il faut bien faire attention si on remet de kit qui ne soit pas périmé, parce que si le test est périmé, il ne sera pas lu par le laboratoire. Là, donc, dans le kit, donc, il y a le mode d'emploi qui explique bien précisément aux bénéficiaires comment réaliser le test. Voilà, donc le mode d'emploi, voilà, le test, il se présente sous une pochette avec trois volets. Donc, le mode d'emploi, la fiche d'identification et le dispositif de recueil. Et là, tout ce qui est utile pour le retour, pour l'envoi du kit réalisé au laboratoire. Et là, donc, c'est le tube, il y a donc le tube pour faire le prélèvement qui se fait donc sur cette tige. Voilà. Et donc là, la fiche d'identification, ce qui est important dessus, c'est que les personnes s'identifient bien. S'ils ont reçu leur courrier, ils peuvent coller ici l'étiquette. Et sinon, il faut qu'ils écrivent leurs coordonnées. Et puis là, donc sur cet endroit-là, il faut noter le nom du médecin qui recevra donc les résultats du kit du test réalisé. Voilà, ce qui est important sur la fiche d'identification aussi, c'est de bien noter la date de réalisation du test, parce que si le test n'est pas daté, il ne sera pas lu par le laboratoire. Et puis donc, l'emplacement pour coller l'étiquette si on l'a, ou donc là pour noter les informations d'identification pour que le laboratoire sache à qui envoyer les résultats. Donc là, c'est pour la partie pour les médecins, je ne vais pas insister. Donc là, c'est le kit le dispositif de recueil des selles qui peuvent se coller sur les toilettes pour faciliter donc le recueil. Le kit de dépistage sur lequel, donc là aussi, il faut bien noter la date, coller l'étiquette que si la personne a son courrier, ou bien écrire son nom. Ensuite, donc, une fois le test réalisé, il y a un sachet protecteur dans lequel il faut mettre le kit. Et puis ensuite, mettre ce sachet avec la fiche d'identification dans l'enveloppe pour l'adresser au laboratoire. Alors, ce qui est important, c'est d'envoyer très rapidement le test une fois qu'il est réalisé, puisqu'il faut qu'il arrive moins de 7 jours après la date de réalisation. Il faut qu'il soit lu moins de 7 jours après la date de réalisation. Donc, voilà, il faut éviter de faire le test le samedi ou la veille d'un jour férié pour limiter les problèmes de délai trop long d'acheminement de
de ce kit vers le labo. Voilà, bon, après, il faut bien détailler quand on remet un kit, c'est bien de l'ouvrir avec la personne pour bien lui indiquer comment réaliser et puis quels sont les documents à remplir comment il faut remplir les documents pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'identification lors de l'arrivée au laboratoire. Et ce qui est important aussi, c'est que quand vous remettez un kit, c'est de nous informer. Alors, on a à votre disposition des carnets de remise de kits qui peuvent vous permettre soit de nous signaler une inéligibilité, une cause d'exclusion, soit de nous informer de la remise du kit, voilà, de la remise du kit, donc par votre service. Et puis, donc là, vous avez les coordonnées de ma collaboratrice Emmanuelle Thierry. Alors ça, c'est pour l'Isère, qui pourra vous adresser ces documents si vous le souhaitez. Alors donc, quand un test est remis, c'est important que les personnes le fassent correctement, qu'elles identifient bien, qu'elles mettent bien la date de réalisation et qu'elles envoient rapidement le kit pour éviter qu'il y ait des difficultés. Voilà, mais là, c'est un petit peu de répétition, donc je ne vais pas m'attarder, on l'a déjà dit. Voilà, donc ça, on l'a déjà dit aussi. Donc là, je vais vous présenter un petit peu des outils qui peuvent être mis à votre disposition pour l'information générale. Donc, il y avait les carnets dont on a parlé d'inclusion-exclusion. Il y a aussi des affiches. On a aussi des expos qui peuvent servir pour soit dans des entreprises, soit, alors si je ne sais pas si vous avez la place dans les centres où vous recevez les salariés. Voilà, puis il y a des dépliants, des affiches qui peuvent être mis à votre disposition ou commandés directement sur le site de l'Institut national du cancer. Il y a aussi des vidéos. Je me permets d'intervenir en complément pour dire qu'effectivement, comme l'a dit Catherine, on est aussi à disposition pour vous aider à animer un événement de type stand ou autre, que ce soit au niveau de l'assurance maladie, parce que nous, on a des équipes de chargés de prévention qui sont formées dans l'animation de stands, de journées de sensibilisation, ou avec Emmanuel, notre collègue du CRCDC ou autre. C'est tout à fait des types d'événements qu'on peut envisager d'organiser. Donc, on verra à la fin, il y aura nos coordonnées, mais c'est tout à fait possible en tout cas. Voilà. Je vous laisse. Ok, alors, voilà, ça c'est encore, je pense qu'on pourra vous fournir le diaporama où vous pourrez voir un peu plus en détail. On va peut-être pas trop détailler là-dessus, sur tous les documents qui peuvent être mis à votre disposition. Et du coup, là, je vais faire, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur le dépistage du cancer du côlon qu'on pourrait poser maintenant? On a pas mal de questions. On a 9 questions. Est-ce qu'on enchaîne plutôt la présentation et puis à la fin, on reprend question par question? Si ça vous va, Catherine ? Du coup, oui. Bon, après, voilà, elles ont été posées de toute façon. Donc on pourra... Oui, elles sont posées, donc on pourra les reprendre une par une. Voilà. Donc là, alors là, ça va être beaucoup plus rapide concernant les deux autres programmes de dépistage organisés. Donc, il y a le cancer du sein. C'est aussi le programme de dépistage du cancer du sein. Donc là, je voulais juste faire un petit focus sur les personnes concernées. Donc là aussi, on a 3 niveaux de risque au sein de la population. Donc la population générale, c'est effectivement les personnes de 50 à 74 ans à qui on va proposer donc une mammographie tous les 2 ans en dépistage organisé à partir de 50 ans. Après, il y a les personnes qui sont à risque élevé. Donc, en cas d'antécédent personnel du cancer du sein, ce qui est recommandé, c'est de faire une mammographie annuelle et il n'y a pas vraiment
de limitation d'âge. Donc, voilà, jusqu'à ce que, enfin, on sente que c'est utile, hein, évidemment. De toute façon, voilà, à partir d'un certain âge, il n'y a peut-être plus nécessité de surveiller, mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est recommandé, c'est qu'effectivement, on fasse une surveillance annuelle. Les personnes qui ont eu des antécédents d'hyperplasie atypique, c'est des lésions spécifiques au niveau du sein, c'est pareil, il faut qu'elles aient un suivi après ce diagnostic, elles doivent avoir un suivi annuel pendant 10 ans. Et puis après, si elles sont encore dans la tranche d'âge du dépistage organisé, ben, elles peuvent revenir au rythme du dépistage organisé. Ensuite, il y a en cas de radiothérapie, d'antécédents de radiothérapie thoracique, notamment pour les femmes qui ont eu des maladies de Hodgkin, il y a un risque qui est même maintenant considéré comme très élevé. Et donc, dans cette population, il faut faire une surveillance clinique et puis, à partir de 30 ans, une IRM et une mammographie annuelle. Quand il y a des antécédents familiaux, soit il y a beaucoup d'antécédents et il faut demander un avis d'oncogénétique. Si finalement il n'y a pas d'identification de prédisposition héréditaire, et on peut proposer une mammographie annuelle entre 40 et 50 ans s'il y a des antécédents familiaux chez des personnes au premier degré. Et puis, mais à partir de 50 ans, on peut retourner au dépistage organisé, donc tous les 2 ans. Et en cas de prédisposition héréditaire, il faut effectivement avoir fait orienter les personnes vers une consultation d'oncogénétique. Si cette prédisposition héréditaire est confirmée, à partir de 20 ans, on peut proposer une surveillance clinique tous les 6 mois. Et à partir de 30 ans, IRM d'abord et après mammo et écho annuel. Voilà. Mais voilà, et donc en ce qui nous concerne, donc on est sur le dépistage organisé donc pour la population à risque moyen. Et donc dans cette population, ce qui est proposé, c'est une mammographie tous les 2 ans. Donc, on invite les femmes tous les 2 ans. Cette mammographie, c'est une mammographie classique. Elle comprend 2 clichés par sein, un examen clinique par le radiologue. Et si le radiologue le juge nécessaire, il peut faire des examens complémentaires, c'est-à-dire éventuellement des clichés supplémentaires, une échographie. Cette mammographie, elle est prise en charge à 100%, mais il est nécessaire que les cabinets de radiologie soient agréés pour le programme de dépistage, c'est-à-dire que les radiologues qui font le dépistage aient fait une formation spécifique dépistage organisé des cancers, les manipulateurs radio aussi. Et il faut que le cabinet de radiologie ait du matériel agréé, bien sûr, et il faut qu'il ait un contrôle de qualité externe tous les 6 mois du matériel pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive en termes de qualité d'image, en termes d'irradiation. Alors après, une fois que les examens sont réalisés, si le radiologue il a noté que l'examen était normal, il classe les examens selon la classification de l'American College of Radiology. Donc, si c'est ACR 1 ou 2, ça signifie qu'il n'y a pas d'anomalie ou des anomalies d'aspect totalement bénin. À ce moment-là, les mammographies nous sont transmises pour une seconde lecture. Et après, donc, on retourne les clichés au domicile des femmes. Et si les examens sont positifs, classés ACR 3, c'est qui nécessite une surveillance rapprochée, ou 4 ou 5, qui nécessite un prélèvement histologique pour classifier la lésion, à ce moment-là, il y a une prise en charge immédiate, il n'y a pas
il n'y a pas de seconde lecture, puisque donc on a déjà identifié qu'il fallait qu'il y ait une prise en charge spécifique. Par contre, les radiologues nous transmettent les informations, ce qui va nous permettre de les inclure dans nos statistiques de résultats et aussi de relancer les bénéficiaires pour s'assurer qu'elles aient bien fait les examens recommandés. Et donc, les femmes qui sont concernées, c'est les femmes à risque moyen de 50 à 74 ans. Quand elles sont à risque élevé, elles peuvent et qu'elles doivent avoir une surveillance annuelle, on peut, une fois sur deux, leur proposer de faire la mammographie dans le cadre du dépistage organisé. Et donc, en termes de résultats, donc, la participation à ce programme de dépistage, elle est de 47%. L'objectif, c'est 70%. L'objectif en français est de 70%. Donc là encore, on est en dessous de l'objectif, avec 47% pour la France. En Auvergne-Rhône-Alpes, on est à 53%. En Isère, un petit peu plus, 56%. Mais là encore, on a vraiment une marge de progression importante. Là, c'est les résultats de participation. Donc, c'est pour 2020-2021 sur le département de l'Isère, avec, vous voyez, là encore des zones qui sont plus claires, où il y a une plus faible participation. Il faut qu'on concentre nos actions pour essayer de faire mieux adhérer la population. Alors, pour ce qui est des résultats du programme, là, c'est les résultats français donc, pour la 2017-2018. Non, c'est les résultats de l'Isère, pardon, pour 2017-2018. Donc, on a trouvé presque 8 cancers pour 1000 femmes dépistées. Et non, ça, c'est les résultats français. Excusez-moi, 40 000 cancers, c'est pas l'Isère, c'est la France. Donc, c'est 40 000 cancers, ce qui représente 7,6 cancers pour 1000 femmes dépistées. Il y en a 2030, soit 5%, qui ont été trouvés grâce à la seconde lecture. Ce qui renforce l'intérêt de cette seconde lecture, ça confirme son intérêt. Si on regarde les cancers dépistés, on en a près de 40% qui sont à un stade très précoce, avec des tumeurs de moins de 10 mm, qui n'ont pas d'atteinte ganglionnaire, qui sont N0, et donc pour lesquels le traitement il va être plus efficace certainement, et en tout cas moins lourd, avec peut-être juste une tumorectomie et de la radiothérapie, mais pas de chimio complémentaire. Voilà, puis j'avais fait aussi un petit focus sur les cancers d'intervalle, donc qui ont été étudiés en France sur 11 départements pour la période 2004-2010. Et donc, là, on trouvait 7,3 cancers pour 1000 femmes participantes, et en parallèle, on avait presque 1,6 cancers de cancers d'intervalle pour 1000 participantes. C'est cancers d'intervalle, c'est des cancers qui ont été trouvés dans les deux ans, qui suivent une mammographie sans anomalie, ce qui veut dire qu'on trouve à peu près, quand on fait une mammographie tous les 2 ans, on trouve à peu près 83% des cancers présents dans la population. Donc, soit que les cancers n'ont pas été identifiés par la mammographie, soit qu'ils se soient développés plus rapidement que les 2 ans du délai entre 2 dépistages. Voilà, mais du coup, ça représente quand même, c'est quand même plutôt favorable. La sensibilité est élevée, mais on voit bien qu'il y a quand même des lésions qui ne peuvent pas être mises en évidence dans le cadre de ce programme, et qu'il faut rester attentif, même s'il y avait une mammographie normale, à être attentif à d'éventuels symptômes. Voilà, donc là, c'est un tout petit point rapide sur le cancer du sein, mais je suis à votre disposition si vous avez des questions complémentaires.
Ensuite, un petit point aussi sur le cancer du col de l'utérus. Donc, les modalités du dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, alors, le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui est moins fréquent. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le cancer du sein, c'était aussi un cancer qui était très fréquent avec une mortalité élevée, hein, puisqu'on a pratiquement 60 000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année et 12 000 décès en France voilà, par cancer du sein. Donc, vous voyez, c'est une pathologie qui est très répandue avec une mortalité élevée. Alors, pour le cancer du col, on n'est pas tout à fait dans les mêmes chiffres, puisqu'on a à peu près 3 000 cancers invasifs du col de l'utérus chaque année, mais c'est parce que on a aussi, entre guillemets, pas beaucoup, pas peu, assez peu de cancers, mais c'est parce qu'on traite beaucoup de lésions précancéreuses grâce au dépistage. Et il y a environ 1000 décès, mais c'est peut-être 1000 décès de trop parce qu'ils pourraient largement être évités par la prévention et le dépistage pour cette pathologie. Et donc, quelles sont les modalités de ce dépistage? Donc, il y a pas longtemps, ce qui était proposé, c'est un frottis, donc par recherche de cellules, donc un dépistage cytologique de ce cancer. Et il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites et qui ont montré l'intérêt de la recherche de l'ADN des papillomavirus oncogènes, donc dans l'intérêt donc dans le dépistage des lésions du col utérin. Et donc, au final, il y a eu des recommandations qui préconisent donc de maintenir le dépistage cytologique entre 25 et 29 ans et donc tous les 3 ans et de faire à partir de 30 ans un dépistage avec toujours un prélèvement cervical pour rechercher l'ADN du papillomavirus tous les 5 ans. Donc, les prélèvements, ce sont les médecins généralistes, les gynécologues et les sages-femmes qui les réalisent. Et donc, le dépistage organisé, comment ça se passe? Donc, il s'adresse aux femmes de 25 à 65 ans. Alors, contrairement aux 2 autres dépistages, on n'invite pas systématiquement tout le monde, mais on recueille les données de l'assurance maladie concernant les dépistages cervico-utérins réalisés, donc frottis cytologique ou test HPV dans la population. Et ce qui nous permet d'identifier les femmes qui ne sont pas suivies et d'inviter que celles-là. Donc, on recueille les actes auprès des caisses d'assurance maladie. On recueille aussi les examens auprès des structures d'anatomo-cytopathologie et des laboratoires de biologie médicale. Alors ça, c'est encore pas tout à fait effectif, mais c'est en cours, alors que pour les actes, on les recueille bien. Et donc, si à partir de ces informations qu'on a recueillies, quand on identifie des femmes de 25 à 30 ans qui n'ont pas eu de dépistage depuis au moins 36 mois, eh bien, on leur envoie une invitation. Pour les femmes qui ont à partir de 30 ans, donc pour lesquelles on n'a pas d'examen cytologique depuis 36 mois ou pas de test HPV depuis 60 mois, si le dernier test était normal, eh ben, on envoie là aussi une invitation. C'est un programme, on va dire, de rattrapage par rapport à une pratique individuelle. Alors, sont exclues de ce dépistage les femmes qui ont eu bien sûr une hystérectomie totale et celles qui ont des antécédents de lésions cancéreuses ou précancéreuses du col utérin qui doivent avoir une surveillance spécifique. La prise en charge, elle est à 100% pour la lecture de ces tests de dépistage. Par contre, les consultations au cours duquel sont réalisés les prélèvements sont prises en charge selon les modalités habituelles.
Donc, si on regarde les résultats en termes de couverture, donc c'est j'ai pas mis les résultats de l'ISER, mais on est effectivement à 68%. Donc, les résultats en termes de couverture en France, il y en a dans la population de 25 à 65 ans, donc il y a 58,8% des femmes qui ont qui ont une surveillance adéquate. Alors là, c'était pour la période 2018-2020, donc c'était sur la réalisation d'un test, d'un dépistage cytologique, donc depuis 3 ans ou moins, puisqu'il n'y avait pas encore la mise en œuvre du test HPV. Et donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, on est à 65% et en Isère, autour de 68%. C'est un peu plus élevé. L'objectif, il est de 80%. Donc, on a encore un petit peu à gagner. Et donc, depuis 2020, on a vraiment mis en place ce programme de dépistage avec invitation des femmes qui n'avaient pas de suivi. Et donc, on a regardé ce qui se passait donc au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes en termes de réponses suite à ces invitations. Donc, les réponses sont considérées comme une réponse à l'invitation. C'est un test réalisé dans les 12 mois qui suivent l'invitation. Et on voit que finalement, il faut se rappeler que ce sont des femmes qui n'avaient pas de suivi, donc qui étaient à plus de 3 ans de leur surveillance précédente. Et on voit qu'on a quand même pratiquement un tiers, on a au niveau de la région 29% des femmes qui ont fait un dépistage dans l'année suivant leur invitation. Donc, on a vraiment on note vraiment une efficacité de ce programme pour une amélioration de la surveillance, ce qui est vraiment très intéressant et réconfortant pour notre action. Mais effectivement, il faut, si vous avez l'occasion, réinciter les femmes à revoir où elles en sont de la surveillance et à en reprendre une si elles l'ont un peu laissée de côté. Et puis juste un petit point pour terminer sur l'autoprélèvement. Effectivement, l'Institut national du cancer a édité récemment, donc au mois d'avril, un référentiel sur la possibilité de proposer des autoprélèvements. C'est un autoprélèvement pour le dépistage par papillomavirus. C'est un test que les femmes feraient chez elles. Ce qui est recommandé, c'est qu'il pourrait être envoyé donc à la relance par le CRCDC. Pour l'instant, c'est pas encore mis en œuvre parce que il doit y avoir des modalités à mettre en œuvre sur un marché qui pourrait être régional ou national pour la mise à disposition de ces kits d'autoprélèvement. Et ces kits d'autoprélèvement, ils pourraient éventuellement aussi être proposés par les praticiens aux femmes qui refusent les examens gynécologiques. Mais là encore, les modalités pratiques ne sont pas encore définies. Voilà, et puis écoutez, là je crois que j'en ai fini sur ce que je voulais vous présenter. Voilà, c'est un petit peu, peut-être un peu survolé, mais voilà, je suis à disposition si vous avez des questions Merci, à me poser. C'est très gentil. Du coup, effectivement, comme on disait précédemment, là, vous avez nos adresses de contact. Et puis, on va prendre les questions. On a 11 questions. Et du coup, alors, je commence par la première. Bonjour, un replay est-il prévu? Oui, donc le webinaire, il est enregistré. Ensuite, il nous faudra juste nous laisser un petit peu de temps au niveau de nos services informatiques pour paramétrer le replay pour que la vidéo soit disponible. Mais ensuite, on pourra effectivement vous envoyer le lien d'accès au replay. Ce que je vous propose, si je pense que tout le monde a accès, c'est de mettre vos adresses mail dans le fil de discussion.
Comme ça, on pourra vous envoyer, parce qu'il y a une autre question, sera-t-il possible d'avoir le support PowerPoint? Donc oui, tout à fait aussi, on pourra vous envoyer le PowerPoint de présentation ainsi que le lien replay. Donc, n'hésitez pas à mettre vos adresses mail ainsi que vos noms, prénoms et puis éventuellement votre structure dans le fil de discussion pour qu'on puisse vous envoyer tous ces éléments. Et sinon, moi, au moment des inscriptions, j'avais recueilli vos adresses mail. Donc, voilà, je n'hésiterai pas à vous ressolliciter sinon par mail. Ensuite, on avait une question de Julie. Comment obtenir des kits pour notre centre autonome de médecine du travail? Alors, je vais autoriser peut-être Julie à parler si, si besoin, et puis peut-être nous préciser où se situe votre structure pour voir si éventuellement Catherine peut vous répondre. Je ne sais pas si c'est bon pour vous, Julie, si vous arrivez à prendre la parole. Normalement, j'ai dû vous permettre de parler. Je vais autoriser tout le monde à prendre la parole. De toute façon, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Emmanuel. Bon, où que soit Julie, de toute façon, nous sur l'Isère, on a un fonctionnement. En fait, les médecins du travail qui ont besoin de tests, ils me les demandent à moi directement. Parce qu'il faut s'assurer que quand on envoie les tests ne soient pas identifiés au nom d'un médecin. Voilà, donc c'est des tests vierges. Donc, dans tous les cas, ça passe toujours par moi. Donc, il faut m'envoyer une demande à l'adresse mail qu'on vous a donnée à emmanuel.thierry@dépistagecanceraura.fr. Tu peux peut-être la remettre dans le fil de discussion également, Emmanuel, ton adresse, mais de toute façon, elle est aussi sur le PowerPoint. Il y a juste, sous réserve que vous soyez en Isère. Oui, parce voilà, que sinon, il faut vous adresser. Donc, si vous allez sur notre site internet, le site dépistage cancer aura, vous pourrez avoir la liste des sites territoriaux ou départementaux du centre de dépistage Auvergne-Rhône-Alpes. Et il faut demander après au site de votre département de vous adresser, c'est le plus simple. On va peut-être pouvoir remettre aussi l'adresse du site dans le fil de discussion. Ensuite, on avait une question de Chloé Bidot. Je suis arrivée avec quelques minutes de retard. Est-il prévu un accès pérenne à votre support de présentation? Bah oui, c'est ce qu'on a dit. Il n'y aura pas de souci pour qu'on vous envoie. N'hésitez pas à nous laisser vos adresses mail de contact dans le fil de discussion. On pourra vous renvoyer le support de présentation et vous donner le lien d'accès au replay. Et elle voulait revoir les critères d'exclusion qu'elle n'a pas eu le temps de noter. Je suppose que c'est pour le dépistage du cancer colorectal. Je ne sais pas si on peut les rappeler rapidement, Catherine, les principaux critères d'exclusion. Bon, les critères d'exclusion, c'est la présence de symptômes, déjà, des évocateurs de cancer colorectal, puisque là, il faut orienter les personnes vers une réalisation d'une coloscopie qui recherche l'origine des symptômes. C'est les antécédents personnels de cancer ou de polype avancé, parce que là c'est pareil, il faut qu'ils soient suivis par un gastro-entérologue. C'est les antécédents familiaux de polype ou de cancer. Et puis bien sûr les antécédents, les personnes qui sont à haut risque et avec des pathologies à haut risque génétique, quoi. Syndrome de Lynch et polypose familiale. D'accord. Et les personnes qui ont fait puis ceux qui sont exclus, après c'est celles qui ont fait une coloscopie depuis moins de 5 ans, puisque la réalisation du test n'apportera rien de plus. Tout à fait.
Et du coup, de toute façon, effectivement, comme vous aurez accès au replay, vous pourrez revoir le PowerPoint et ses principaux critères. Et puis, de toute façon, on reste tous à votre disposition si besoin, si vous avez des questions par la suite, hein. Après, on avait une question sur combien coûte un kit. Alors, je ne sais pas si on a... Peut-être vous savez, je ne sais plus, ça va être... De toute façon, nous c'est l'assurance maladie qui finance les kits, qui les paye. Donc, nous, on en commande, enfin, les médecins qui sont donc les médecins généralistes, gynécologues, les médecins du travail, maintenant les pharmaciens, les commandent sur leur espace pro Amélie. Voilà. Nous en commandons pour notre usage personnel, si on peut dire, et donc ce qui nous permet d'en envoyer justement aux médecins qui ne peuvent pas les commander sur Amélie, leur espace pro Amélie, pardon. Et donc, il faut nous les demander et nous en commandons régulièrement. Et bon, évidemment, vous n'aurez pas à les payer. Alors après, si c'est pour une question de plus générale, peut-être dans les 3-4, enfin, je ne sais pas. Après, c'est un marché entre la CNAM et le laboratoire Cerba. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais donc, quoi qu'il en soit, effectivement, les patients, ils ne payent pas le kit en lui-même. Et donc, vous, en tant que professionnel, ça dépend quelle est exactement votre profession, mais soit vous pouvez, en tant que médecin généraliste, gynécologue, gastro-entérologue, les commander directement auprès de l'assurance maladie sur votre espace pro Amélie. Et donc là, ils sont pris en charge. Soit, si vous travaillez dans le cadre de la médecine du travail, effectivement, c'est ce qu'expliquait Catherine, vous pourrez vous les fournir auprès de l'antenne du CRCDC. Donc concrètement, il n'y a pas d'avance à faire. Et après, sinon, c'est une donnée que là, actuellement, je n'ai pas, mais je peux me renseigner pour savoir combien coûte un kit. Ensuite, on avait une question. Bonjour, comment obtenir les coordonnées des personnes référentes sur ce sujet pour le département de l'Ain ? Donc, je crois qu'Emmanuel, tu l'as un peu évoqué. Puis, dans le fil de discussion, Emmanuel, tu as remis l'adresse du site dépistagecanceraura.fr. Donc, tu me corriges, mais... Oui, pour l'Isère, donc c'est moi. Donc, vous avez mon mail. Et pour tous les autres départements, comme vous disiez, Catherine, je vous ai mis l'adresse mail, l'adresse des sites de dépistage sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, vous allez sur ce site, vous allez trouver les coordonnées du site auquel vous correspondez. C'est l'Ain, la Savoie, le Rhône. Vous les appelez, vous expliquez que vous voulez des tests, mais il faut bien prévenir que vous êtes de médecine du travail pour ne pas avoir des tests identifiés. Donc, là, ils vous en enverront. Et du coup, effectivement, chaque département a ses référents. Ah oui. Serait-il possible de nous transmettre les coordonnées, notamment mail, de vos collègues du Rhône à qui demander les kits? Donc, on est sur la même question. Ouais, il faut appeler le site. C'était Madame Bidot, donc on vous invite à aller sur le site et à vous connecter sur le site dépistagecanceraura.fr et puis vous aurez les coordonnées des référents du Rhône. Alors, il y avait Madame Lambert qui avait une question. Comment réaliser le dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes ayant une spasticité importante au niveau des membres inférieurs? Existe-t-il des centres référents? Alors là, Catherine, je te passe la main. Alors, là non, j'ai pas de... J'avoue que j'ai pas de... Voilà, j'ai pas jamais été confrontée à cette question-là. Donc, je sais pas les gynécos je sais pas ce que font les gynécos dans ces cas-là. Ouais, il n'y a pas de centre de référence spécialisé. Non. Ouais, ça n'existe pas. Moi, ça me dit rien. Non. Moi non plus. D'accord. Je sais qu'il y a des je sais qu'on nous avait posé la question par rapport aux personnes qui sont justement des handicaps, enfin, qui ont des gros handicaps, et je sais qu'il y a je me souviens, tu te souviens, Manu, à Saint-Martin-d'Air, là, il y avait un centre qui accueillait des femmes en fauteuil. Enfin, voilà, peut-être que c'est un peu ça la question. Mais après,
je sais pas si c'est vraiment, il n'y a pas eu vraiment des références et je pense que c'est Ah non, non, là, c'était des peut-être centres. se renseigner auprès euh, auprès des différents, soit des services de gynéco un peu spécialisés, s'il y a À des. l'hôpital, Ouais. ils sont un peu dépités là on Mhm. a trouvé une autre solution pour faire le dépistage du cancer du sein, mais pour le col de l'utérus, sur des gros handicaps comme ça, c'est très compliqué. Par contre, par rapport au kit que vous avez qu'on peut faire en autonomie, est-ce que par exemple des infirmières libérales qui posent la sonde à plusieurs pourraient faire ce test en même temps? Et si oui, c'est quoi le délai en termes de mise en place? Pour Faire Vous un avez test parlé de d'un dépistage. autotest qu'on peut faire. l'autotest, ben pour l'instant, oui, mais pour l'instant, on n'a pas encore les informations pratiques. Voilà, je vous ai annoncé ça, c'est un peu une avant-première, mais pour l'instant, on n'a pas encore les. Effectivement, ça pourra être utile et ça pourra être utilisé justement dans des cas où il est très difficile de faire le prélèvement, quoi. Ça pourra peut-être répondre à à la problématique. Mais D'accord. pour l'instant, les modalités pratiques ne sont pas du tout encore définies, quoi. Mais voilà, peut-être que d'ici, dans l'année prochaine, ça se décomptera, on va dire, en termes d'organisation. Donc pour la mise en place, il faut compter encore 1 à 2 ans, si je comprends bien. Après, voilà, on ne sait pas parce que c'est des fois, voilà, c'est l'histoire des pharmaciens. Ça faisait 2 ans qu'on avait parlé, puis d'un coup, pouf, ça nous est tombé dessus. Donc là, on n'a pas tout à fait la main quand ça se passe, ce qui se passe au niveau de la DGS, de la CNAM, de l'INCA. Voilà. Ok, merci. Alors, normalement, on a fait le tour des questions. Ce que je vous propose, c'est, voilà, n'hésitez pas par la suite, si vous avez une question qui vous revient, vous avez nos adresses de contact, ne serait-ce que par l'invitation, vous aviez l'adresse de contact du service prévention. Et sinon, normalement, je vois que vous nous avez bien laissé vos mails. Donc, on vous enverra le lien vers le replay, on vous enverra la présentation. Et ben juste pour les 5 dernières petites minutes, je vais laisser la main à notre collègue Christophe Kersuzan pour qu'il vous parle de Mon Espace Santé, qui est un nouveau service qui est proposé à l'ensemble de la population, donc, et qui peut également vous intéresser. Donc, ce sera les 5 petites dernières minutes. Christophe, je ne sais pas si tu es connecté, c'est Oui, tout bon? je suis connecté. Voilà, ben, je te laisse prendre la main. Je peux pas. Enfin, en tout cas, je peux Ah, pas projeter. Mais d'accord. c'est pas Alors, grave. Écoute, je vais le faire non. de façon orale Ouais, en attendant. d'accord. Bonjour à tous. En fait, voilà, donc je vais vous présenter, parler vite fait de mon espace santé qui peut avoir tout son sens dans les actions de prévention et d'accompagnement des. Alors, attendez, je vais Ouais, modifier. ça y est, je Hop, t'autorise à partager. Voilà. vous pouvez accompagner. Alors, je vais partager vite fait mon écran. Merci. Merci. Hop. OK. Tac. Normalement, c'est bon. Ouais, c'est tout bon. C'est bon, super. Donc, espace santé que vous avez entendu parler au niveau des médias. Donc, mon espace santé, on parle de quoi? On parle de la continuité du DMP, le DMP qui était le carnet de santé dématérialisé avec un usage volontaire à son adhésion. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont décidé de l'étendre à l'ensemble de la population. Donc, certainement, nombreux d'entre vous ont déjà un espace santé créé. D'accord, pas forcément activé, mais créé. Donc, en tant que professionnel de santé, dans le suivi médical, voilà, dans les actions de prévention, on pouvait en fait aujourd'hui déposer de l'information dans le DMP des salariés que vous pouvez rencontrer ou des accompagnements en prévention que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, donc je vous présente vite fait donc le DMP, ben voilà, ce carnet de santé dématérialisé qui contient tous les éléments médicaux que le patient peut avoir durant son parcours santé.
Parallèlement, le patient dispose d'une messagerie sécurisée, donc pour certains d'entre vous, outil que vous êtes peut-être déjà amené à utiliser dans le cas des échanges confraternels ou avec le milieu hospitalier. Le Mon Espace Santé aussi intègre un agenda pour planifier les rendez-vous médicaux des patients, mais aussi il va être en lien en fonction des tranches générationnelles des patients. Ça sera l'objet aussi, comme vous l'avez soulevé, d'inciter des messages porteurs d'actions de prévention en disant, voilà, vous avez tel âge, aujourd'hui, vous pouvez prétendre à tel acte de prévention. Donc, ces messages d'information s'inscriront dans l'agenda. Donc ça, c'est à venir dans les prochains mois et prochainement aussi, il va y avoir ce qu'on appelle un catalogue de services, l'équivalent d'un store d'applications comme on peut le connaître aujourd'hui avec nos téléphones portables au quotidien, qui permettra en fait de télécharger des applications en fonction de ses besoins et de son profil médical, qui permettront en fait ça peut être des applications dans le cas du diabète, des applications en lien avec des objets connectés, toutes ces applications qui sont en lien avec un attrait de suivi médical en fait de parcours de santé de chacun d'entre nous. Donc, je ne vais pas rentrer plus loin dans le détail, je voulais juste vous présenter ça. Aujourd'hui, en tant qu'acteurs médicaux, vous pouvez, selon vos besoins, faire vivre et éventuellement déposer de l'information médicale sur les dossiers, l'espace santé de chacun des usagers que vous serez amenés à rencontrer. D'accord ? Parallèlement, vous pouvez aussi, si besoin, le patient peut vous transmettre des éléments médicaux qui sont contenus dans son portail Mon Espace Santé. Donc voilà, le délai est très court, mais c'était vous le présenter de façon globale. Et donc, je ne sais pas si je peux, moi éventuellement, si vous avez des questions sur l'usage, est-ce que vous avez déjà des patients qui vous en ont parlé? Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui vous parle ou pas? Donc voilà, je suis ouvert à tout échange là-dessus, sur cette présentation. N'hésitez pas là, si quelqu'un a une question, Christophe est à disposition. Et puis sinon, ce qu'on peut faire, c'est que je rajouterai aussi ton mail de contact, Christophe, Oui, à la fin du PowerPoint. Du coup, vous pourrez le solliciter également. Et je ne sais pas si quelqu'un a une question sur Mon Espace Santé. Alors, les services de santé au travail interentreprises auront-ils accès au DMP ou à l'espace santé des salariés? alors non, aujourd'hui, non, ce n'est pas prévu. Pour le moment, vous avez la possibilité d'alimenter le DMP uniquement. Après, c'est le patient qui devra vous mettre à disposition via le canal de messagerie sécurisée santé, si vous en faites la demande, qui pourra vous transmettre des éléments médicaux. Mais vous, spontanément parlant, vous ne pourrez pas y accéder. Vous pouvez déposer de l'information médicale. On va encore attendre une minute, voir s'il y a une autre question. Et puis, sinon, on fera comme ça. Je rajouterai tes coordonnées dans le PowerPoint. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers Christophe si vous avez une autre question. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va vous libérer pour respecter le timing annoncé. On vous remercie, un grand merci pour votre participation. Et il faut savoir qu'on reste tous à disposition, que ce soit le Centre régional de dépistage des cancers, le service prévention, le service d'accompagnement à la transformation numérique qui est représenté par Christophe. Voilà, on est tous à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter à l'issue de cette réunion. Merci à tous et bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir.